La préoccupation pour les valeurs est en panne aujourd'hui. Certains philosophes disent même que la seule éthique sur laquelle nous soyons disposés à nous entendre est aujourd'hui minimaliste. Qu'est-ce que c'est qu'une éthique minimaliste? C'est une éthique qui se tient simplement à cette consigne: ne pas faire de mal et ne pas entraver la jouissance si elle sait demeurer confinée à l'individu. C'est ça une éthique minimaliste. Et aujourd'hui, vous avez des philosophes, certains de mes collègues, qui, de ce point de vue-là, justifient la prostitution ou le clonage reproductif, qui ne font de mal à personne, évidemment, et on ne voit pas au nom de quoi on pourrait entraver à qui que ce soit, on pourrait entraver, oui, qui que ce soit dans sa volonté de jouir. Des valeurs nouvelles vont peut-être émerger, hein, même si nous sommes en panne aujourd'hui, des valeurs qui écarteront le nihilisme, mais du fait qu'elles seront le produit d'une émergence, elles sont imprévisibles, ces valeurs. Et si elles sont imprévisibles, elles ne peuvent pas faire l'objet d'une volonté collective. Voilà donc cette situation bizarre. Hein, si on se demande que seront ces valeurs, eh bien, personne n'est capable de le dire, hein, parce qu'elles émergeront de notre inertie et de notre individualisme collectif. Peut-être le résultat d'un électrochoc du présent fera-t-il jaillir ces valeurs, mais on ne le sait pas. Je vais encore rester une minute dans la philosophie pour ensuite parler du monde futur. Juste pour évoquer un autre grand philosophe qui a beaucoup donné dans le verdict sur la modernité, c'est Heidegger. Et Heidegger, il aimait citer un poète, Hölderlin, qui disait « Là où croit le danger, croit aussi ce qui sauve. » Donc là où croit le danger, croit aussi ce qui sauve. Une manière de dire donc que c'est peut-être du plus bas que jaillira le salut. Le poète était pour lui exemplaire de la leçon qu'il tirait du diagnostic de nihilisme qu'il portait sur son époque. Et Heidegger s'était mis en tête que Hölderlin attendait un Dieu qui pourrait seul nous sauver. Il nous resterait pour seule possibilité de préparer dans la pensée et dans la poésie une disponibilité pour l'apparition du Dieu ou pour l'absence de Dieu dans son déclin. Alors je vous rassure, je ne suivrai assurément pas Heidegger sur ce terrain, parce que d'abord ce terrain est théologique et je ne suis pas un esprit religieux, mais je voudrais en manière de transition commenter ce que disait Heidegger à propos de Hölderlin au cours d'un entretien qu'il a donné au Spiegel. Ça devait être à quelques années de sa mort, en 1976 très exactement. Il répondait aux journalistes qui l'interviewaient et qui lui posaient la question de savoir qui prend maintenant la place de la philosophie. Hein, donc dans cette société, on a parlé tout à l'heure des 30 Glorieuses, on était à la fin des 30 Glorieuses en 1976, mais la question de savoir qui prend la place de la philosophie avait un certain relief. Et la réponse de Heidegger était simple, il a répondu « la cybernétique ». La cybernétique. Et cette réponse, elle mériterait évidemment de longs développements, parce que entre la philosophie qui traditionnellement questionne les valeurs et la cybernétique qui vise à réaliser des machines capables de simuler des comportements humains, il semble qu'il y ait un abîme que nous aurions franchi et qui consacrerait donc le triomphe du positivisme et la ruine des valeurs. Mais je parlais à l'instant de l'électrochoc qui pourrait nous réveiller. Et avec Heidegger, je parlais des effets salutaires que peut parfois produire le danger le plus grand. Là où croit le danger, croit aussi ce qui sauve. Je m'explique à présent. Des valeurs nouvelles pourraient peut-être émerger du monde technologisé qui nous entoure et dont la cybernétique est l'emblème. C'est la représentation de ce monde, c'est l'imaginaire qu'il développe dans nos esprits qui pourrait réveiller
le désir et le devoir-être que supposent les valeurs. Pour argumenter, je voudrais parler un petit peu de ce monde et du futur que nous promettent les technologies qui le façonnent et qu'évoquait tout à l'heure Nicole Aquilon. On nous dit que nous serions à la veille de voir surgir un homme nouveau, ou plutôt un homme augmenté, puisque l'expression est maintenant labellisée. Un homme augmenté qui, progressivement, saura se débarrasser d'un certain nombre d'inconvénients. D'abord, l'homme augmenté pourra se débarrasser de la naissance. Ah oui, la naissance, c'est toujours embêtant. La naissance, c'est quelque chose qu'on ne choisit pas. La naissance, c'est le hasard, c'est la rencontre de deux gamètes, bon, etc. Bon, se débarrasser de la naissance, voilà, qui commence par séduire. L'homme rêve de se fabriquer. Dans quelques dizaines d'années, il y aura des utérus artificiels, l'ectogénèse est prévue, le clonage, il a beau être interdit partout, le clonage reproductif se développera, donc deux manières de se fabriquer et de cesser de se laisser imposer la nature. L'homme augmenté, donc, il a dans sa perspective cette suppression de la naissance. L'homme augmenté, il cessera de souffrir, grâce aux neurosciences notamment, grâce aux molécules que produiront les recherches en neurobiologie. C'est déjà très très largement acquis. La souffrance apparaît, ou la douleur en tout cas, apparaît de plus en plus comme anormale. Bon, on ne se préoccupe pas trop de savoir si en lissant la vie psychique des individus grâce aux antidépresseurs, par exemple, on ne lisse pas également leur plaisir. Pour l'instant, on ne s'en analyse pas. Mais en tout cas, l'homme augmenté, c'est qu'il a dans sa mire une existence dont la souffrance aura disparu. L'homme augmenté, il cessera de vieillir, évidemment. Vieillir devient une incongruité aujourd'hui. Et la nanomédecine qu'évoquait Nicole Aquilon nous promet effectivement une réparation des corps, une réparation de l'ADN grâce à des nanorobots qui circuleront dans nos anatomies. Et puis, bon, le programme de suppression du vieillissement est très largement engagé aujourd'hui. La cosmétologie commence à recevoir les bénéfices des nanotechnologies, des nanoparticules. Donc, on peut s'attendre à ce que l'homme cesse de vieillir. Et puis, une des choses dont il faudra bien se débarrasser aussi, c'est de la mort. La mort est une maladie qu'on doit pouvoir réparer. C'est ce qu'on entend dire. Et certaines spéculations, vous le savez, envisagent de pouvoir télécharger le contenu de notre cerveau sur des matériaux inaltérables, des puces de silicium ou autre chose, que l'on pourra implémenter dans d'autres dispositifs, dans d'autres corps, etc. On en parle sérieusement, on n'en parle pas loin de chez vous, à Lausanne, dans ce fameux laboratoire qui s'appelle le Human Brain Project. On n'en parle pas si ouvertement, mais dès que l'on va un petit peu plus loin, on se dit, mais pourquoi créer un cerveau artificiel ? Puisque c'est ça qu'on est en train de faire, on est en train de modéliser le fonctionnement d'un cerveau pour pouvoir le simuler, le transformer en logiciel. Bon, la réponse, c'est de dire, c'est comme ça qu'on comprendra les maladies neurodégénératives, le Parkinson, Alzheimer. Et puis, si après tout, on pouvait après recourir aux technologies de l'uploading, eh bien, on aura réalisé quelque chose comme une immortalité. Et les hommes, dans un avenir à moyen terme, pourraient très bien ne mourir que lorsqu'ils l'auront décidé, c'est-à-dire en débranchant, purement et simplement. Les NBIC, l'acronyme est maintenant bien connu, N comme nanotechnologie, B comme biotechnologie, I comme information et C comme sciences cognitives. Ces fameuses NBIC qui font l'objet d'un programme américain important, qu'on appelle aussi le programme de convergence technologique, promettent aujourd'hui un homme débarrassé de ce que les philosophes appellent sa finitude,
la naissance, la souffrance, le vieillissement, la mort, débarrassé de sa finitude et qui n'aspirera plus même à l'éternité puisqu'il l'aura obtenue. Cet homme augmenté, sera un homme qui n'aura plus de désir. Hein. Pour désirer, il faut être mortel, il faut manquer de quelque chose. Cet homme sera souverain comme un dieu qui, Platon disait, les dieux ne s'occupent jamais à philosopher. Ben oui, ils ne s'occupent pas à philosopher, ils ont tout. Donc, cet homme augmenté n'éprouvera plus le manque, susceptible de l'émouvoir, susceptible de l'orienter vers le bien, vers le beau, vers le vrai, susceptible donc de le faire incarner des valeurs. L'homme augmenté sera désérotisé, puisque le désir a pour nom Eros, et que Eros désigne avant tout cette volonté d'atteindre le beau, sachant que nous en sommes incapables, mais que nous sommes toujours dans cette dynamique-là. Donc l'homme augmenté sera étranger à la quête du sens et des valeurs qui nous caractérisent encore. Voilà bien la perspective où croît le danger pour les humains que nous sommes encore. Ce danger serait celui de se laisser réinventer par des machines qui nous réduiront nous-mêmes à l'état de machines, tout en nous berçant encore de l'illusion que nous serions ainsi des dieux. Déjà, nous l'éprouvons tous. Les technologies nouvelles ne nous simplifient plus la vie, elles simplifient nos comportements et nos pensées, de telle sorte de nous réduire à l'élémentaire. Quand je prends mon téléphone et que je téléphone à un service public, en France en tout cas, mais chez vous je pense que c'est également le cas, je tombe presque immanquablement sur un serveur vocal. Et si je veux communiquer avec un serveur vocal, je suis obligé de faire la bête, de lui donner le mot-clé qu'il attend, d'appuyer sur la touche étoile. Et je le fais avec obstination, parce que je sais que si je dois communiquer avec une machine, je dois me comporter comme une machine. Si je veux faire de l'humour avec un serveur vocal, ça ne marche pas. Bientôt, je serai l'usager d'une automobile qui sera devenue une boîte noire, répondant à des commandes automatiques, et mon automobile communiquera avec votre automobile et me laissera sur le carreau. Je n'aurai rien d'autre à faire que de voir passer les trains. Déjà, lorsque je recours à mon traitement de texte habituel, ou celui qui est sur mon iPhone, eh bien, je suis obligé de m'apercevoir que je n'ai plus d'initiative. Mon traitement de texte corrige mes mots, même les noms propres de mes lettres, etc., etc. Bref, je suis quotidiennement invité à me dépouiller de tous les éléments de complexité et d'intériorité qui me donnaient à penser que j'étais autre chose qu'une machine. Comment, vous, moi, nous sortirions-nous appelés vers un monde idéal dans lequel des valeurs trouveraient à se réaliser sur la base de cette quotidienneté ?